Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir ce magnifique igloo, le petit village Pelvoux qui est là depuis... c'est la 11e édition, donc tout d'abord on va rencontrer Olivier Joseph, le président de l'association Igloo Pelvoux. Et ensuite nous irons rencontrer Laurent Berruyer qui va nous faire une superbe recette et qui nous emmènera à faire les visites de la vieille ville de Briançon. Gourmand d'histoire, voilà, avec un menu typique briançonnais. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Olivier Joseph, vous êtes président de l'association Igloo Pelvoux. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui sur ce village igloo. Déjà la 11e édition. Absolument, ça fait 11 ans qu'on existe et que chaque année on arrive à créer un igloo sur un thème différent. Et tout le village d'exposition, de scénographie, de jeux qui va avec. On va faire justement un retour sur les précédentes éditions avant de présenter la nouvelle. Oui, alors en fait l'idée vient de l'ancien office de tourisme de la Val-Louise. On cherchait un après-ski un peu original qui soit destiné à toute la famille, à tous les âges, et qui en même temps fasse un peu la part belle à non pas tellement le sport, mais surtout les artistes et les talents de notre territoire, donc la Val-Louise et le pays des écrins. Et d'où l'idée d'avoir un igloo sculpté sur un thème qui change chaque année. Et autour de l'igloo, c'est ce qu'on appelle nous le village igloo, donc un espace d'exposition, de scénographie, un espace de projection, et puis un espace d'accueil et de jeu pour les enfants. Et l'idée au départ, elle est venue d'où? Cette idée vraiment insolite de faire un igloo? Alors c'est venu, c'est un peu compliqué, mais c'est venu de personnes avec qui on travaillait à l'office de tourisme de la Val-Louise, qui avaient vu ça en se baladant dans les Alpes et qui nous avait suggéré l'idée. Puis après on l'a cogité entre nous, entre administrateurs de l'office, avec Christian Burger, le premier sculpteur de l'igloo. Et voilà, ça a donné cette idée d'un village igloo sur le front de neige de la station de Pelvoux-Val-Louise. Et chaque année, donc à chaque édition, il y a un thème. Il y a un thème qu'on choisit collectivement avec les bénévoles de l'association, avec de plus en plus les sculpteurs qui sont associés, donc Dan Fermort, Maxime Ducré et Jérôme Lahue, Christian Burger étant allé sculpter ailleurs. Et donc on imagine à la fois ce qui nous plaît, ce qui nous semble intéressant, sur des thèmes qui peuvent parfois être inattendus, le soleil, l'eau, mais aussi la vie d'antan dans les vallées, les abysses, le Grand Nord, les territoires polaires, etc. Et donc cette année, c'était Jules Verne et ses voyages extraordinaires. Et on le rappelle, tout ça en 6 semaines quand même. Non, un peu plus. Ouais, de sculpteurs, non? Alors non, le travail des sculpteurs, en gros, c'est 3 semaines pour fabriquer le tas de neige, et puis après pour creuser les galeries, et puis une dizaine de jours pour faire les sculptures. Et puis les bénévoles, eux, travaillent sur le reste du site pendant plus longtemps encore, puisqu'en gros, on commence à travailler au mois de juillet, août, voire au mois de septembre au pire. Et donc cette année, il y a toujours aussi le petit film, les animations pour les enfants, donc un espace jeu, un espace découverte aussi. Absolument, et cette année on est très fiers d'accueillir un film qui a été réalisé par des enfants du pays en quelque sorte, par 2 mushers de la Val-Louise qui racontent en images, et c'est très très bien fait, c'est très intéressant, leur expédition en chien de traîneau sur le plus haut sommet de la Suède, le Kebnekaise, qui est 2 fois moins haut que nos sommets chez nous, du massif des Écrins, mais quand on est en plein blizzard et en plein hiver, c'est bien plus compliqué que chez nous. Également, on peut se restaurer sur place à l'igloo. Oui, Maxime Ducré, un des sculpteurs, tient une buvette qui propose des galettes salées et des crêpes sucrées avec beaucoup de produits locaux et de produits bio. Et puis, comme on l'a sous les yeux en ce moment, une fois par semaine, l'office de tourisme fait une animation pour les enfants le mercredi hors vacances scolaires. Et là, pour les vacances du mois de février, ce sera tous les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30 ou 17h. Animation gratuite de la part de l'office de tourisme. On peut découvrir cet igloo jusqu'à fin mars.
jusqu'à la fermeture de la station de Pelvoux-Valouise, donc en gros le dernier week-end du mois de mars. Et on est ouvert hors vacances les mercredis après-midi, samedi et dimanche après-midi. Et pendant les 4 semaines des vacances de février, nous serons ouverts tous les jours de 13h à 18h. Merci. Merci à vous. Jules, donc tu as 5 ans, tu es de Normandie, tu es venu en vacances. Qu'est-ce que tu as pensé de l'igloo aujourd'hui? Est-ce que c'était beau? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Les sculptures? La fusée, la soucoupe volante avec les pics et les extraterrestres. Et le géant avec le géant vert élevé et avec les 3 bras comme ça. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé? T'as tout aimé? Presque tout, mais pas tout. Ah. Juste au début de l'entrée, je savais pas trop c'était quoi le bateau de pirate, le kraken, parce que j'aimais pas ça. T'as mangé des chamallows? Oui, beaucoup. Ah. Tu vas faire un masque maintenant pour le carnaval bientôt? Bientôt? Eh oui. Ah, c'est bientôt le C'est carnaval. bientôt. Merci Jules. Eliana, qu'est-ce que t'as pensé toi de l'igloo? J'ai bien aimé parce que les sculptures de glace, j'ai trouvé qu'elles étaient jolies et qu'elles étaient bien sculptées. Le quiz, il était bien, c'était pas très dur. Et c'est tout ce que j'ai aimé. Tu reviendras? Oui. Et avant, quand t'étais déjà venue? Oui. Nous avons le plaisir de retrouver Laurent Berruyer, enseignant à la Chambre de commerce de Briançon, formation cuisine, diplômante certifiante. Bonjour Laurent. Bonjour messieurs, mesdames. On rappelle tout d'abord ce qu'est la Chambre de commerce. Alors, la Chambre de commerce est une entité à la fois professionnelle, mais pas que, qui est, je dirais, avant tout une aide aux entreprises au niveau local, régional, départemental, bien sûr, et voire via l'international, qui est une entité avant tout consulaire et qui permet, je dirais, au développement de l'économie locale, mais pas que. Et on va parler aujourd'hui de Gourmands d'Histoire, déjà la 10e édition pour ces recettes autour de Briançon et pour toute cette découverte, on dirait, globale du patrimoine. Et oui, avec Chiara et Michel, qui sont les 2 investigateurs de cette entité, je dirais, du développement du Briançonnais, mais pas que, sur la partie Vauban et bien sûr du patrimoine local via l'UNESCO. Et effectivement, cette année, donc, nous réalisons des belles recettes qui vont être, je dirais, exprimées par le biais à la fois de l'aspect culturel et d'une visite guidée autour, effectivement, d'un atelier culinaire qui va permettre à la fin, bien sûr, de réaliser ces recettes avec les personnes qui souhaitent s'inscrire. Et cette année, on est axé sur les champignons, Laurent, et les fruits du jardin du gouverneur. Oui, alors les champignons que nous avons ramassés à l'automne avec nos élèves, alors effectivement, cette année, les champignons, c'était pas à foison, mais on a ramassé quand même des mousserons, nous avons ramassé des cèpes, nous avons ramassé aussi également quelques petits champignons qu'on appelle les agariques, appelés plus comment rosée des prés, et puis les fameuses lépiotes ou champignons de Paris, mais qui sont des champs, qui ne sont pas, je dirais, cachés dans les mines ou les anciennes mines parisiennes ou des anciennes carrières, comme nous pourrons avoir à l'Argentière-l'ABC. Et pour les fruits concernant le jardin du gouverneur, il y a aussi les visites. On fait un petit clin d'œil au patrimoine sur les visites au jardin l'été. Oui, alors ces visites l'été sont effectuées par Michel Chevalier et puis Chiara qui effectivement réalise ces belles visites autour bien sûr du fameux potager du gouverneur. Et où cette année ils ont ramassé plein de baies rouges à base de groseilles que nous allons réaliser en confiture minute et les gelées qui vont accompagner ce fameux pain rapide, ce pain qui était réalisé par la plupart de nos anciens, je dirais, locaux, à base de métail, qui est un mélange de farine, de blé et de seigle, qui était, je dirais, un mélange relativement gourmand, et qui va nous servir à faire un pain minute qui, en fait, au lieu d'être rôti, est frit, comme une sorte de pâte à beignet,
et permettant bien sûr de nourrir de manière énergétique, mais pas que, quand les travaux au champ étaient, je dirais, extrêmement pénibles. Et donc il fallait une dépense énergétique qui soit comblée par l'apport nutritionnel. Et donc ce fameux jardin du gouverneur effectivement est riche, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a aussi également du chou de Milan ou du chou frisé, il y a du poireau, il y a des navets, et que nous utiliserons. Voilà, il y a des herbes sauvages aussi également, il y a un petit peu de romarin qui reste vraiment à titre expérimental, mais il y a aussi surtout de l'aquilée millefeuille, du conopode bonari, et puis vous avez une plante aussi également qui est endémique aux Hautes-Alpes, qui est le pissenlit et l'ortie, que nous utilisons aussi également pour mettre dans les pâtes ou tout simplement pour agrémenter de délicieuses soupes. Donc des recettes riches pour cette 10e édition. Qu'est-ce qu'on aura au menu, Laurent ? Alors au menu, on aura effectivement ces fameuses pompes de Briançon au métail qui vont être agrémentées de trompettes de la mort torréfiées au four, desséchées, qu'on appelle la truffe du pauvre, quand elle est mêlée avec du sel et du poivre, donc en condiment, puisque le champignon est plus considéré non pas comme un fruit ni comme un légume, mais plus comme un condiment, axé bien sûr sur le mycélium. Et puis nous allons agrémenter avec du chou de Milan, ou du chou frisé, du chou vert, du chou paumé, donc plusieurs variétés de choux qui vont être émincés et qui vont être condimentés avec des vinaigres locaux à base d'argousier, d'épines vinettes, de cynorhodon, de collègues qui sont dans le Queyras, Cueillette en Queyras pour ne pas le citer, avec monsieur Sébastien Chausson, où effectivement ils nous font des délicieuses condimentations avec en partenariat la Biocoop de l'épine vinette de Briançon, où nous allons effectivement réaliser ces salades avec ces agrémentations de vinaigrette minutes, à réaliser bien sûr devant un parterre, je dirais, de différents amis locaux, et surtout en présence bien sûr des visiteurs qui pourront, je dirais, déguster ces belles recettes. Alors je précise aussi également que l'on va mettre aussi du chanvre dans cette recette, et du chanvre, voilà, des petites graines, vous allez voir, c'est vraiment délicieux avec l'agrémentation de la truffe du pauvre, et cet ensemble va donner des parfums, des arômes, des subtilités de saveurs, à la fois dans les agrémentations, dans les dosages, et puis de manière visuelle, ne dit-on pas que l'on goûte avec les yeux avant de déguster. Alors peut-être aussi, oui Laurent. Pour cette visite donc familiale, on rappelle que c'est ouvert à tout le monde, c'est sympa, tout le monde peut participer, tout le monde pourra reproduire les recettes et tout le monde pourra mettre la main à la pâte. Tout à fait Laura, puisque derrière on donne des documents sur les champignons, sur la cueillette, sur comment laver les champignons, comment les travailler, comment les cuisiner. Donc il y a un lexique, plus un lexique des termes et vocabulaire culinaire de l'art académique national français, et puis bien sûr un lexique culinaire des Hautes-Alpes que nous avons réalisé il y a une vingtaine d'années sur les recettes locales et les produits locaux. Tout ceci bien sûr affilié à des fiches techniques. Alors c'est un petit peu galvaudé, mais tout simplement la méthode de faire avec les ingrédients, les quantités, la technique de réalisation ou la méthode de faire, et puis les petites subtilités, les astuces de l'histoire, de la culture, tout autour du descriptif culinaire, mais aussi des applications où on a bien sûr toutes les personnes qui vont venir lors de la visite et qui vont appliquer les recettes, c'est eux-mêmes qui vont faire les pâtes, c'est eux-mêmes qui vont faire les assaisonnements et les condimentations, c'est eux-mêmes bien sûr qui vont effectuer toutes les pompes en salé et en sucré que l'on va servir bien sûr à notre banquet final, où bien sûr toute cette toutes ces réalisations vont être dégustées par l'ensemble, je dirais, des convives qui auront à la fois effectué le parcours culturel avec Michel et Chiara, et puis bien sûr la finalité culinaire aux Crêtes où nous aurons, ou à la CCI Briançon, où nous allons réaliser les recettes et bien sûr les déguster tous ensemble. Ça donne l'eau à la bouche. Oui, merci. On aura bien sûr plusieurs dates, si je peux vous les rappeler. On a le 13, le 20, le 27 février. C'est généralement départ, je dirais, du haut de Briançon, pour la porte de Pinerol, généralement pour 14h, le lieu de rendez-vous, et puis après la visite elle s'effectue de 14h30, 15h jusqu'à 16h aux Crêtes,
à la CCI Briançon. Et après, donc, on réalise les plats de 16h30 jusqu'à 17h30 pour les déguster entre 17h30 et 18h. Ce qui fait qu'après 18h, tout le monde est libre de pouvoir ensuite vaquer à ses occupations. Et puis nous avons le 5, le 12, le 19 mars également, donc aux mêmes dates qui seront réalisées. En fait, ça va être chouette dans la mesure où effectivement le plus grand nombre sera le bienvenu. Il faut réserver au service du patrimoine ces visites. Tout à fait. Tout à fait. Donc prévenez un petit peu à l'avance parce que effectivement l'année dernière on était souvent plein. Donc n'hésitez pas à prendre réservation et à anticiper parce que effectivement après nous ne dépassons pas un nombre de participants. Hein. Nous bloquons aux alentours de 30 personnes pour des raisons tout simplement qualitatives, mais pas que. Hein, aussi également pour le confort, pour le côté, je dirais, transmission éducatif et aussi également prendre beaucoup de plaisir à faire chacun individuellement ou en groupe ces fameuses préparations et puis pouvoir avoir accès à un maximum, je dirais, d'informations dans ce côté, je dirais, le plus bienveillant possible et surtout rayonnant. Une chouette visite qui allie donc le goût, qui allie les saveurs gustativement culturelles et en cuisine. Oui, l'objectif en fait c'est de faire prendre conscience. Nous sommes tous déjà plus ou moins sur la capacité à mieux connaître les produits pour arriver à mieux les cuisiner et puis avoir une belle connaissance, je dirais, culturelle et historique du côté, je dirais, de tout ce que nos anciens ont fait, en sachant que d'aller vite c'est bien, mais on peut aller vite et puis regarder un petit peu dans le rétroviseur pour donner la part belle aussi également à l'histoire et de ne pas reproduire des erreurs que l'on pourrait, je dirais, améliorer avec toutes les techniques, les technologies, mais pas que, d'avoir, et sans oublier, des connaissances, je dirais, qui sont liées à des éléments intrinsèques fondamentaux que sont les produits, et à partir des produits, pouvoir effectuer, grâce à la fois aux connaissances empiriques et technologiques contemporaines, eh bien, le meilleur, à chacun de pouvoir s'approprier, s'émanciper et prendre beaucoup de plaisir pour en donner. L'objectif, effectivement, de manière alimentaire et culturelle, c'est de fédérer. L'objectif étant de trouver des recettes, certes, extraordinairement différentes, et paradoxalement, dans certains cas, identiques. Alors, je me fais comprendre, vous pouvez avoir une même pâte qui va être réalisée par deux groupes différents. Vous allez avoir des subtilités, des nuances qui ne seront pas du tout les mêmes, et puis selon comment les personnes vont abaisser la pâte, c'est-à-dire l'étaler, la forme, la masse volumique, l'épaisseur, toute cette, je dirais, multiplicité physico-chimique qui va faire que le résultat final n'est pas le même, le goût n'est pas le même, le visuel n'est pas le même, et pourtant, à la base, c'était une recette quasi identique, mais avec des petites subtilités où chacun, effectivement, va apporter cette beauté qui s'appelle la complexité de la créativité, mais pas que, dans aussi également les capacités à prendre du plaisir et à avoir une grande capacité à se projeter dans ce que l'on réalise, dans ce que l'on fait, pour bien sûr le partager. Nous sommes toujours avec Laurent Berruyer, enseignant à la Chambre de commerce de Briançon, en formation cuisine. Bonjour Laurent. Bonjour mesdames, messieurs. Enfin, rebonjour. On va faire un menu briançonnais où on va parler du chinérodon, appelé gratte-cul également. Avec plaisir. Dites-moi un peu, Laura. Donc, un joli menu qu'on a vu ensemble, salé-sucré. Ah ben oui, avec plaisir. Donc on peut, si vous le souhaitez, parler de deux recettes qui sont vraiment phares, qui sont effectivement l'agneau, ou appelé plus commun. Alpes. Voilà, des Hautes-Alpes, bien sûr, Guy Durance, avec ce fameux label, bien sûr, local, mais pas que, et surtout, un agneau de qualité. Et puis, nous pourrons décliner, si vous voulez bien, avec une recette sucrée sur les œufs à la neige. Ou appelé plus communément les îles flottantes. Tout dépend si c'est servi en saladier ou individuellement. À vous de choisir.
Ben c'est parti pour ce ragoût d'agneau minute. Alors n'hésitez pas, alors, s'il y a des questions. Alors déjà il faut parler du produit, le fameux cynorhodon ou gratu ou effectivement églantier, appelé plus communément Rosa canina. Et par définition, cette belle rose qui fait des fleurs en été, magnifique. Orangé, rouge. Oui, ou même rose, qui sont l'apanage bien sûr des rosiers, que nous connaissons tous, et qui effectivement sont dans la nature à l'état sauvage, où vous avez le réceptacle, qui est en fait ni plus ni moins que le fruit, et puis les graines qui sont, je dirais, le réel fruit de l'élément que souvent les renards ou canididés consomment parce qu'il y a du sucre dedans, donc ils sont gourmands, et puis après ils disséminent dans la nature pour pouvoir avoir, je dirais, dans les champs, ces fameuses fleurs ou ces rosiers qui sont magnifiques et qui ornent la plupart des champs, je dirais encore à l'état naturel. Alors, nous avons donc la première recette à base d'agneau. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'agneau de bergerie ou de l'agneau blanc et de l'agneau jeune, si vous avez la possibilité. Et cet agneau, donc, prendre effectivement de l'épaule, de la poitrine, du tendron, du flancher, bref, des morceaux généralement réservés pour les cuissons longues, pour faire un joli ragoût. Donc, vous demandez à votre boucher de le couper en petits morceaux, de désosser ou pas. Et puis, bien sûr, de bien assaisonner, de les faire revenir avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Et une fois que la viande est bien revenue, d'additionner, je vous le conseille personnellement, mais après c'est les goûts et les couleurs, bien des oignons et un tout petit peu de girofle. Voilà, vous faites revenir tout ça, vous mouillez avec un tout petit peu d'eau et vous laissez mijoter gentiment sur le coin de votre piano ou au four. Alors là, effectivement, il ne faut pas le lier à la farine comme la plupart des ragoûts, qu'on appelle plus communément dans notre métier professionnel singé, pour lier en fait le liquide aromatique qui va devenir sa sauce, mais tout simplement à la fin, ce fameux cynorhodon que vous avez cueilli allègrement à l'automne ou en pleine période d'hiver, où il y a eu gel, dégel, et où le réceptacle, je dirais, est gorgé de pulpe. Quand on écrase ce fameux cynorhodon, on a toute la pulpe orangée ou rouge qui sort, et où tout enfant ou toute personne connaissant ce fruit, je dirais, s'en fait un petit dessert, je dirais du 4 heures, pour allègrement, je dirais, déguster, je dirais, avec ferveur et plaisir, cette petite pâtisserie, on peut dire, de prairie, bucolique. Et donc, derrière, eh bien, pour, je dirais, conserver ce fruit, vous pouvez le mettre dans votre conservateur, dans votre froid négatif, et le décongeler quand vous en avez l'utilité. Alors le petit secret que je peux vous donner, c'est vous mettez 100 grammes de baie directement dans 200 grammes d'eau, vous faites bouillir ça pendant à peu près une dizaine de minutes à une vingtaine de minutes maximum à découvert, puis ensuite vous passez tout ça au moulin à légumes, ou si vous avez la chance, un mixeur ou un blender. Et puis ensuite, vous filtrez le tout avec, vous savez, ces espèces de petits chinois à café là qui permettent de pouvoir passer, je dirais, allègrement votre thé ou votre café. Eh bien, vous pressez avec une petite louche et vous allez voir, il va sortir une pulpe parfaitement éliminée de ces fameuses graines qui malheureusement ne peuvent pas être consommées, mais que vous pouvez mettre bien sûr au compost. Et en passant, vous allez récupérer donc toute cette belle petite pulpe. Et cette pulpe, en fait, quand vous aurez votre ragoût à la fin, une cuisson longue, douce, régulière, en fin de cuisson, vous allez retirer le couvercle, vous allez vérifier que l'agneau est bien tendre et fondant, bien sûr assaisonné, poivré, et vous allez lier cette recette avec cette pulpe. Donc vous ajoutez la pulpe à la finition, et vous assaisonnez et vous condimentez avec un petit peu de poivre. Vous allez voir, c'est un délice. Il suffit juste d'effectuer une réduction et d'effectuer la liaison avec cette pulpe de fruits de cynorhodon à la finition. Et une astuce pour agrémenter encore cette gélification de cette pulpe et donner un petit goût, je dirais, subtil dans les équilibres, d'additionner à la finition une pointe de vinaigre de vin vieux. Vous allez voir le cynorhodon avec l'agneau bien réduit, en effectuant une liaison extrêmement simple qu'au cynorhodon grâce à sa pulpe. Pas besoin de mettre de thym, de laurier. Évitez, plus vous simplifiez vos recettes, plus vous axez vers
une cuisson avec un assaisonnement, une condimentation et surtout une aromatisation où l'élément principal, entre autres, là aujourd'hui, le cynorhodon, va pouvoir bien sûr lier, assaisonner, condimenter, mais surtout aromatiser et garder le goût de l'élément de l'appellation. Un délicieux agneau que l'on va pouvoir servir. Alors, je sais pas... Avec des pommes de terre. Ah oui, alors... Les pommes de terre, effectivement, on va prendre ces fameuses pommes de terre qui, à la base, étaient, je dirais, l'appellation du chamsor, que tout le monde peut-être connaît sur le drac, qui a donné l'appellation à la fameuse draguette. Donc, c'est des pommes de terre que l'on va cuire en robe des champs, c'est-à-dire dans la peau, avec la peau. Alors, soit sur un lit de gros sel, alors c'est plus en chemise, mais si vous les cuisez à l'eau ou à la vapeur, on appellera ça en robe des champs. Dans les deux cas, de toute façon, c'est avec la peau. Une fois que la pomme de terre est cuite, on épluche pour garder un maximum de goût, de saveur, puisque la pomme de terre, vous le savez mieux que moi, la plupart du goût dans les aliments sont dans la peau. D'où l'importance d'éplucher après la cuisson. Les peaux, ensuite, plutôt que de les jeter, on peut les faire frire, on peut les faire sauter à la poêle. On peut aussi également les donner pour les cochons ou les poules, si vous avez, ou alors un compost. Et les pommes de terre qui ont été cuites, on les coupe en grosses rondelles épaisses et on va les faire sauter à la poêle avec une petite échalote, un petit peu d'eau et bien sûr du laurier. Alors le laurier, pourquoi ? Tout simplement parce que ça va donner un petit goût de noix et qui va se marier à merveille avec cet agneau cynorhodon que vous aurez réduit avec une consistance sirupeuse équivalente à une crème anglaise pour ceux qui savent, ou tout simplement d'un ragoût avec une sauce brillante, nappante, onctueuse, goûteuse, et avec ces délicieuses draguettes, ces petites pommes de terre. De jolies couleurs. Ah oui, qui sont merveilleuses avec un goût de noix qui va se marier à merveille avec le cynorhodon, qui a un goût, je dirais, un peu amylacé, un peu comme la châtaigne et comme la banane, ce qui permet effectivement cette liaison qui est extrêmement, je dirais, novatrice pour l'époque, qui permettait effectivement de réaliser des sauces extraordinaires. Alors anciennement on faisait pas tout ce tralala, on mettait ça dans un bas, on mettait les baies dans un bas et on mettait directement dans le ragoût, et à la fin ce bas était pressé pour en extraire la pulpe et lier bien sûr le ragoût. C'était vraiment d'une ingéniosité. Il n'y avait pas besoin de blender, de cutter, de chinois, de louche pour presser cette pulpe que l'on appelait un fameux pochon. Alors, tous ces mots barbares qui sont réservés, bien sûr, à la spécificité culinaire, ils étaient vulgarisés d'une manière extraordinairement empirique et simple, et qui permettait un résultat, je dirais, quasi équationnel avec ce que l'on fait actuellement. Et bien sûr, où il n'y avait pas ni éléments comme donne l'appellation gratte-cul, puisqu'il y a ces petites graines avec ces poils qui sont à l'intérieur, qui effectivement ne pouvaient être consommés. D'où l'intérêt, bien sûr, de les éliminer, qu'on appelle plus communément des issues, c'est-à-dire des restes qui n'ont aucune, je dirais, intérêt à la dégustation, et que l'on va mettre, bien sûr, pour le compost, pour des raisons, je dirais, plus que savantes, entre guillemets, nutritionnelles pour les plantes ou pour le potager. Et on aura aussi un bon dessert, toujours avec le cynorhodon. Oui, alors, même technique à la base pour la partie sucrée. Donc là, pas de commentaires sur les œufs à la neige ou les îles flottantes. Je pense que nos grands-mères nous ont donné un savoir et un savoir-faire. Et puis, de toute façon, à l'heure actuelle, avec les tutos informatiques, avec l'intelligence, je dirais, voilà, vous avez, la neige. Voilà, vous pouvez allègrement, je dirais, vous faire aider de plein de personnes qui savent faire ces fameuses à la neige ou les îles flottantes. Et par contre, nous, ce qu'on peut vous donner, c'est une recette, effectivement, qui est extrêmement intéressante, à base de cynorhodon. Alors, la technique est relativement simple, même principe, vous pochez vos gratte-cul au cynorhodon à l'eau, un pois en fruits ou un pois en baie plutôt avec le double en eau, vous cuisez ça 10 à 20 minutes, puis vous passez le tout au moulin à légumes, vous pressez le tout avec un chinois étamine si vous en avez un, ou un chinois à grains très fins, et puis vous allez obtenir une pulpe débarrassée des poils. Ou avec un bas à l'ancienne. Oui, avec un bas à l'ancienne, et vous pressez. À l'époque, on faisait ça avec un torchon ou avec ce qu'on appelait plus communément le fameux drap de la mariée, ce fameux voile, ou qu'on appelle plus communément le linge mousseline, qui permet de presser, de ne garder que la pulpe, pour ceux qui savent, me semble-t-il, faire la fameuse confiture de framboise qui devient la fameuse gelée.
par extension. Et donc cette pulpe de cynorhodon, on la réserve précieusement. Alors c'est un petit peu technique, ça fait un petit peu de la pâtisserie-confiserie, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Vous maintenez cette pulpe, si vous avez de l'eau chaude, entre 50 et 60 degrés, au bain-marie, au chaud. Donc sur le coin de votre piano, ou éventuellement dans un bac avec de l'eau chaude du robinet, ça suffira largement. Ou réchauffer allègrement si vous aimez le micro-ondes, pourquoi pas, le maintenir entre 50 et 60 degrés votre pulpe. Et à côté, vous prenez 200 grammes, alors pour 8 personnes, 200 grammes de sucre, blanc ou roux comme vous voulez. C'est mieux blanc, mais bon, pour ceux qui aiment le roux, vous pouvez l'utiliser, ou de la mélasse si vous voulez. Mais ça donne un petit goût, donc si vous voulez garder le goût du fruit, c'est plus simple d'utiliser que du sucre. D'autres préfèrent le miel. Alors le miel, si vous en mettez, il faut en mettre un tout petit peu moins. Et le miel, effectivement, est assez puissant, donc ça risque de donner un goût qui ne donne pas le goût, effectivement, du fruit. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt du sucre blanc, même s'il y a des férus qui n'aiment pas ce sucre-là. Pour avoir vraiment le goût initial, il faut partir, entre guillemets, d'une peinture blanche. Et effectivement, le sucre blanc est parfait pour ce type de réalisation. Donc vous prenez 200 grammes de sucre, vous mettez 30% d'eau par rapport à vos 200 grammes, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 60 grammes d'eau. Vous mettez tout ça dans une casserole, donc l'eau en premier, le sucre dessus, et vous cuisez. Et là, effectivement, il y a demande un tout petit peu de technique. Il faut avoir, si vous avez la chance d'en avoir un thermomètre, que vous pouvez acheter dans le commerce, entre 10 à 15 euros, un thermomètre qui monte jusqu'à 200 degrés, et vous plongez ce thermomètre dans votre sucre en l'ayant au préalablement passé sous l'eau, pour faire un isolant et pour éviter d'effectuer un choc thermique et de casser votre thermomètre. Donc vous le passez un petit peu dans l'eau, et puis vous le plongez directement dans le sucre, et vous montez à une température entre 140 et 145 degrés, ce qu'on appelle communément en confiserie, le cassé, ou grand cassé. Dès que vous obtenez cette température à 145 degrés, vous versez dessus votre cynorhodon, à peu près l'équivalent du même poids en cynorhodon, vos 200 grammes de pulpe de cynorhodon additionnés avec vos 200 grammes de sucre cuit à 145 degrés. Vous mélangez tout ça hors du feu en fouettant, vous allez voir, ça fait deux masses qui vont s'additionner. Et tout de suite derrière, vous remettez sur le gaz ou sur le feu et vous cuisez cette fois-ci. Vous allez voir, la température va baisser quand vous allez contrôler au thermomètre. Ça va redescendre à une température équivalente à la pression atmosphérique de celle de l'ébullition, c'est-à-dire environ 100 degrés. Et vous essayez de recuire le tout entre 101 et 104 degrés pour faire une belle gelée confiture. Voilà. Et dès que vous avez obtenu ça, vous pouvez stopper là. Ou, si vous souhaitez faire un caramel, monter à une température où là, au thermomètre, pareil, vous remontez à 145-150 degrés, maximum cette fois-ci, pour arriver à ce qu'on appelle un caramel blanc au cynorhodon. Tout ceci, vous le versez sur vos œufs à la neige et vous allez avoir une couleur rouge chatoyante ou orangée chatoyante, avec un sucre qui va se figer, qui est gélifié avec cette pulpe qui est magique et qui donne un goût d'une subtilité remarquable, dont je ne vous donne pas le secret en termes de goût. Vous verrez qu'entre la vue, l'odeur et le goût, il y a trois éléments totalement distincts et qui vont être, je dirais, l'apanage d'un dessert. Au niveau visuel, c'est sur ces blancs d'œufs là qui sont bien blancs, la crème anglaise bien jaune, et puis ce côté rouge rosacé de ce cynorhodon caramélisé ou cette gelée, si vous ne décidez pas d'aller au caramel, eh bien vous verrez que c'est magique. Alors, ne pas confondre les caramels colorés et les caramels qui ne le sont pas. En cuisine, effectivement, souvent c'est des caramels qui ont un brunissement. Mais là, pour conserver le goût du fruit, il faut impérativement éviter de cuire ce caramel au-delà de 150-160 degrés, parce que si vous dépassez, effectivement, ça colore et vous allez perdre en termes de saveur du goût du fruit. Ça, c'est valable quand vous faites des caramels au sucre ou au miel, où vous voulez obtenir une coloration et vous voulez donner un goût corsé. Là, on recherche plutôt le goût suave du fruit et de ne pas perdre le goût du fruit, et donc d'éviter des températures trop chaudes et trop corsées qui vont donner une coloration et qui vont malheureusement, je dirais, pénaliser le goût du fruit et perdre son intensité en termes de saveur. Merci beaucoup, on va se régaler. Oui, écoutez, avec très grand plaisir. J'espère que ce cynorhodon vous fera autant plaisir que, entre guillemets, les canididés qui mangent ces fruits, mais pas que, aussi également les gens qui ont la capacité, je dirais, à se balader dans la nature et pouvoir en déguster toutes ces saveurs qui sont bien sûr pas que de goût,
mais aussi également nutritionnel et fort riche en vitamines C et d'autres, je dirais, vertus que sont bien sûr le plaisir et la notion à nouveau de partage liée à ce fruit, qui est en fait une baie. Merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie, un grand merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.